Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Comment pratiquer un marketing digital responsable. On va attendre que tout le monde arrive tranquillement dans notre événement pour pouvoir lancer officiellement. Alors, je ne sais pas encore combien de personnes sont vraiment bien présentes, mais en tout cas, je pense que voilà, ça va arriver au fur et à mesure, le temps que les personnes reçoivent le petit mail de connexion et on va pouvoir lancer. Donc, je vais déjà, me présenter rapidement, pour lancer, les festivités. Donc moi, je m'appelle Alexandre Jean Petit, je suis directeur marketing chez Handvoice et donc j'ai le plaisir d'animer, ce webinaire au nom du CPA sur cette thématique très intéressante du marketing digital responsable. Pour ceux qui connaissent pas encore le CPA, donc c'est une organisation professionnelle qui regroupe plus de 80 adhérents experts du marketing digital, donc de la tech, martech, etc. Tous ces professionnels donc représentent les canaux d'acquisition digitale et les technologies qui vont permettre aux annonceurs de mettre en œuvre et piloter leur stratégie d'acquisition de nouveaux clients en toute qualité et transparence. Et donc c'est un collectif qui produit voilà chaque année plein de ressources sur le marketing digital, des livres blancs, des événements, des webinaires comme celui-ci. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique dont on parle beaucoup, beaucoup en ce moment. On a des annonces quasiment tous les jours d'annonceurs ou de solutions qui vont traiter de ce sujet du marketing digital responsable. Et donc, pour ça, le CPA a réuni des experts pour venir en parler. Et donc, j'ai le plaisir ce matin d'avoir autour de moi et avec moi pour représenter tout ce collectif, plusieurs intervenants. Donc, je vais les saluer et puis, ils se présenteront très rapidement après. Donc, salut Mathieu, Alban, Christophe et Sarah. Je vous laisserai rapidement vous présenter dans 2 petites secondes. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui est sur votre droite. On prendra du temps à la fin pour pouvoir y répondre. Et je serai donc ravi de prendre toutes vos questions et de les poser à nos intervenants. Et voilà, et donc ça devrait être un webinaire qui va durer à peu près 45 minutes et on espère que ça vous plaira beaucoup. Peut-être pour vous présenter, je ne sais pas, je te laisse Alban te présenter en premier. Je vais laisser Sarah. Vas-y, Ah, Sarah. écoute, allez, vas-y Sarah. Merci Alban. Bonjour à tous. Sarah Langlais, je travaille pour Commanders Act. Alors Commanders Act, c'est un outil, c'est une plateforme complète qui propose à la fois une solution de TMS, donc de Tag Management System, de CMP, donc tout ce qui est bannière de consentement. On propose également une plateforme d'attribution et une plateforme pour tout ce qui est segmentation, donc les DMP. Pour ma part, je suis en poste chez eux avec Commanders Act, notamment comme Customer Solution Architect, c'est-à-dire consultante technique, mais également responsable de tout ce qui est formation et certification. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Super, merci Alban. Sarah. Alban. Ouais, pour le coup, là, j'enchaîne. Bonjour à tous, Alban, donc CEO et cofondateur d'Handvoice. Handvoice, notre mission est relativement simple. On est le business partner des marques pour les aider à exploiter tout le potentiel du display, qui est souvent un terrain de jeu peu ou pas exploité, qui représente 60% du temps passé sur Internet. Et pour le faire, on utilise énormément d'algorithmes, algorithmes de ciblage, algorithmes de trading, pour aller chercher de la puissance, de la performance, de la créativité et tout ça dans une notion de responsabilité forte, et ça sera le sujet d'aujourd'hui. Merci Alban. Christophe. Bonjour à tous. Donc moi je suis Christophe, le cofondateur d'Effinity. Effinity, on est une agence d'acquisition digitale depuis maintenant 22 ans, basée sur plusieurs métiers. Donc l'affiliation avec une plateforme d'affiliation, le search, donc avec la partie search ads au global, le social, et également l'influence depuis maintenant 4-5 ans. Donc on accompagne différentes marques sur ces différents leviers. Et le marketing responsable est un sujet, comme on va le voir ce matin, important également pour nous et pour nos clients, et qui fait revoir la façon de faire de l'acquisition ces derniers mois ou ces dernières années. Merci Christophe. Et Mathieu, je te laisse conclure ces présentations. Merci, bonjour à tous. Je suis cofondateur de Little Sister. Notre mission, c'est d'accompagner citoyens et entreprises vers le numérique responsable. En 2 mots, on est donc des spécialistes de la RSE numérique, donc sur les 3 empreintes du numérique, c'est-à-dire sociale, environnementale et démocratique. Et donc, ce qu'on vend aux entreprises, c'est-à-dire annonceurs, grands groupes, agences et sociétés de technologie, c'est un label et un audit sur tous ces critères. Donc, c'est plus de 240 critères. Mais également une plateforme qui permet d'analyser ses partenaires, ses fournisseurs sur les enjeux de RSE numérique. Et ravi Merci. d'être avec vous.
Eh ben, merci Mathieu, merci à tous pour vos présentations. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Donc, c'est un webinaire qu'on a découpé en 3 parties. Une première dans laquelle on va plutôt avoir une vue sur les consommateurs, quelles sont leurs attentes, notamment en termes de consommateurs citoyens. Ensuite, on essaiera de définir donc qu'est-ce que le marketing digital responsable pour qu'on parte vraiment tous sur la même base. Et enfin, on verra comment débuter sa transformation donc pour réussir son marketing digital responsable avec des conseils vraiment très concrets et de nombreux exemples qui ont été fournis donc par les différents intervenants. Du coup, commençons par cette première partie, les attentes des consommateurs citoyens avec donc les nouvelles attentes. Et je crois que c'est toi, Christophe, qui démarre. Oui, tout à fait, merci. Alors, on a essayé de résumer, parce qu'on a 3 quarts d'heure sur un sujet qui pourrait nécessiter une semaine. Donc, on a essayé de prendre vraiment les points forts à retenir et à mettre en avant. Sur les attentes des consommateurs, déjà, on a séparé en trois grandes parties sur déjà les attentes des consommateurs sur l'impact sociétal. C'est de se dire qu'est-ce qu'ils attendent de la part des marques. D'un point de vue, là, on parle vraiment de l'impact sur la société en règle générale, et on se rend compte que 65% des consommateurs, donc selon une étude Edelman, 65% des consommateurs choisissent d'acheter ou de quitter une marque en fonction de ses prises de position sociétales. Donc c'est quelque chose qui depuis plusieurs années, alors j'ai pas repris les mêmes chiffres par rapport à il y a 3 ans ou il y a 8 ans ou autre, mais on sait que c'est des chiffres qui sont en croissance d'année en année. Donc c'est un point important à avoir, c'est que les consommateurs deviennent vraiment vigilants et regardants sur l'impact sociétal et la position sociétale des entreprises. On a pu le voir encore dernièrement avec la guerre en Ukraine qui a provoqué certains remous chez certaines marques. Donc c'est quand même des points importants à avoir en tête sur vos prises de position, sur vos actions, parce que les consommateurs sont vraiment très regardants. Et d'un autre point de vue, les consommateurs considèrent, donc plus de 50% des consommateurs considèrent que les marques peuvent faire plus que les gouvernements. C'est-à-dire qu'ils attendent plus de la part des marques et des entreprises que de la part des gouvernements, que ce soit en France ou c'est dans les différents pays. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment avoir un regard critique sur ces actions et ne pas juste appliquer ce que la loi demande ou appliquer ce que les nouvelles règles gouvernementales ou autres peuvent demander. Il faut aller au-delà parce que les consommateurs sont vraiment regardants et surveillent ces actions-là. Donc ça, c'est sur l'impact sociétal. Ensuite, on a l'impact, si on reste vraiment dans la logique du marketing digital, parce que c'est vraiment là l'objectif ce matin, c'est l'impact message publicitaire. Impact message publicitaire, c'est qu'il y a des études quand même qui disent que 88% des Français pensent que la publicité actuelle, et j'insiste bien sur l'actuel, les incite à consommer toujours plus. C'est-à-dire qu'ils voient la publicité de la manière dont elle est faite aujourd'hui, comme étant juste un moyen pour leur demander de consommer plus, les inciter à consommer plus, leur proposer juste de dépenser plus. Mais dans le même temps, en fait, ils pensent que la publicité peut être efficace. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un rejet de la publicité, ils ne sont pas en position de se dire « je suis contre la publicité », ils sont en rejet par rapport à la méthode dont elle est faite aujourd'hui. Ils ont ce rejet et ils aimeraient que la publicité puisse être utilisée pour mettre en avant justement les bonnes pratiques, pour mettre en avant les gestes et les pratiques éco-responsables, de façon à encourager les consommateurs à avoir de meilleurs comportements. Donc, ce qui est un peu la continuité de ils attendent plus des marques que des gouvernements, ils attendent aussi de la publicité, qu'elle soit un modèle pour accompagner les consommateurs. Ce modèle doit être utilisé pour mettre en scène les bons gestes, mais doit également être utilisé pour amener de la pédagogie et donner plus d'informations sur les produits. Plus d'informations sur les marques. Donc, ça ne doit pas être seulement un argumentaire publicitaire qui doit être passé dans les publicités, mais ça doit être aussi de la pédagogie sur du mieux consommer et ça doit être de la pédagogie sur les éléments des produits qui sont mis en avant, des services qui sont mis en avant de façon à les conforter sur le produit. Donc, la publicité doit évoluer pour sortir du carcan consommer plus pour rentrer dans un carcan consommer mieux et donner plus d'informations pour rassurer les consommateurs. Sur les formats publicitaires, il y a également un changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité, pour beaucoup d'internautes, a été vue ces dernières années, et là je parle de la publicité digitale, a été vue comme étant un outil qui perturbait leur navigation, qui perturbait leur consommation digitale.
Il y a des études qui ont été faites dernièrement avec la publicité contextuelle. Donc la publicité contextuelle, c'est qu'on va faire un ciblage ou un positionnement d'une publicité par rapport au contenu sur lequel vous êtes et non pas par rapport au profil que vous êtes. Je pense que tout le monde a été héritier pendant plusieurs années de voir une pub pour une paire de Nike que vous avez été voir alors que vous êtes sur un site de recettes de cuisine. On n'est pas vraiment dans le contexte, on n'est pas vraiment en phase. Vous êtes en train de préparer vos vacances et vous regardez des sites sur le tourisme et on est en train de vous proposer des casseroles. Il y a un truc qui est un peu déphasé. Et donc les internautes en ont marre de cette publicité qui est un peu juste basée sur leurs propres données. Donc il y a en plus ce double aspect-là. Et ils demandent à ce que la publicité vienne amener du service complémentaire. Et donc la publicité contextuelle, les études qui ont été faites par Nielsen et SeedTag le prouvent dernièrement, c'est qu'on a un meilleur impact, des meilleurs effets, une meilleure efficacité fait par les publicités contextuelles parce que c'est dans la continuité du service qu'ils sont en train de regarder, dans la continuité du contenu qu'ils sont en train de regarder. Donc, c'est des points d'attention à avoir. C'est la publicité doit être utilisée pour mieux parler, mieux aider les consommateurs. Elle ne doit pas être là pour le perturber dans ses services et dans sa navigation, mais au contraire, lui amener des services supplémentaires. Ils ne sont pas en rejet de la publicité, ils sont en rejet de la façon dont elle est faite aujourd'hui. Je crois que ça peut passer, désolé Mathieu. Pas de problème. Donc, difficile effectivement d'éviter le sujet de la donnée quand on se positionne sur les enjeux de marketing digital. Là aussi, en termes d'attente consommateur, au-delà des sujets sociétaux beaucoup plus mainstream autour des enjeux écologiques et de la transition, on se rend compte qu'également sur où sont hébergées les données, sur qui fait quoi avec mes données, et même s'il y a un paradoxe sur le fait que dans la population française et européenne, il y a encore des comportements d'utilisateurs très différents avec une méconnaissance de finalement, quand il y a une pop-up, qu'est-ce qui se passe, comment fonctionnent les technos de l'Internet. Donc, il y a une sorte de gouffre entre je comprends l'Internet, mais de ce côté, à l'inverse, il y a quand même une attente très forte même sur les enjeux de la donnée, sur qui fait quoi, où est-ce qu'elles sont partagées et sous quelles lois elles sont exposées. Même si on ne comprend pas, il y a des attentes très fortes là-dessus. Et donc, quand on a un acteur qui fait du marketing digital, c'est incontournable aussi de prendre en compte cette attente-là si on veut que ça fonctionne durablement, sa techno, ses dispositifs, ou ses actions marketing. Du coup, Sarah, quel impact sur la vie privée des internautes et quel comportement aujourd'hui adoptent les internautes par rapport à ça? Alors, les internautes, ils vont en général s'attendre à ce que on ait un marketing digital effectivement qui est ciblé et qui est également contextuel et qui, bien sûr, a une espèce de notion d'éthique, si je peux dire. Alors, je vais vous donner des bonnes raisons de respecter le consentement et la légitimité actuelle pour vos utilisateurs. Alors, évidemment, il y a l'aspect finance. Pourquoi? Parce que le respect du consentement, c'est un composant du capital de marque, le brand equity. C'est ce qui va faire que les gens vont avoir confiance en votre marque. S'ils voient que vous faites un peu n'importe quoi avec leurs données personnelles, ils perdent confiance en la marque et vous perdrez des clients ainsi. Donc, c'est très important. D'un point de vue marketing, c'est un composant qui est absolument essentiel de l'expérience client puisque, en général, le bandeau de consentement, c'est la première chose à laquelle il est exposé quand il vient sur votre site au premier contact avec votre marque. Donc, l'attitude, tout ce qui est exposé comme message, la façon dont c'est traité va avoir un impact très fort avant même le premier achat. Donc, c'est vraiment très important d'optimiser, de penser à l'expérience utilisateur en lien avec cette bannière de consentement. Côté business, un faible consentement est effectivement un vrai handicap. Pourquoi? Parce que si, malgré qu'on ait une très très grande volumétrie, le marché sur le web est beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a de ça quelques années, donc on a une plus forte volumétrie de consommateurs potentiels. Cependant, s'ils interagissent de façon très négative avec notre bandeau, ça nous fera des coûts beaucoup plus importants de tracking. Parce que, par exemple, si je n'ai que 10% de mon audience qui accepte mes bandeaux cookies, je ne pourrai que faire que 10% de retargeting et donc je vais passer à côté d'une grosse partie de mon business. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours bien optimiser. D'un point de vue juridique, il ne faut pas oublier que si on fait n'importe quoi avec les données personnelles des utilisateurs, le non-respect de la loi peut être complètement destructeur, non seulement pour l'image de marque, mais également sur le plan financier.
parce que vos partenaires risquent de vous laisser tomber, vos investisseurs risquent de vous laisser tomber parce que votre image est entachée. Ça, c'est très important, il faut l'avoir à l'esprit quand on paramètre nos bandeaux de consentement, que ce soit le message, les mentions légales, la politique de cookies, tout ça, c'est important de vraiment bien la travailler en amont pour s'assurer qu'on n'aura pas d'accident à ce niveau-là. Et les RH, ça peut sembler étonnant, mais vous savez, vos collaborateurs, vos salariés peuvent être sensibles à l'éthique de votre marque et peuvent ne pas assumer votre politique de matière de cookies si vous tentez de passer à travers les mailles du filet, si je puis dire. Vos salariés peuvent être en désaccord avec ça et ça peut vous générer un certain turnover au niveau du personnel. Donc, qui dit turnover dit forcément des frais supplémentaires, de la formation, du recrutement. Donc, tout ça, évidemment, on cherche à l'éviter. Donc, voilà pour moi les 5 grandes raisons qui nous donnent envie de faire du consentement et du marketing et du tracking beaucoup plus éthique que ce que l'on faisait autrefois. Super, merci Sarah. Et donc aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a une attente de la part des consommateurs par rapport à ça. Tout à fait. Chez Commanders Act, à chaque année, on fait un baromètre de privacy. Alors là, il vient de sortir, celui de 2022, on l'a fait au mois d'avril. Et on a analysé 285 bannières. 285 bannières, ça veut dire pratiquement 200 grandes marques très connues, un public très large. Et surtout, ils sont très représentatifs parce que c'est des grandes marques qui sont représentatives chacun dans leur secteur d'activité. Donc, on a vraiment fait un tour complet du marché. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le comportement sur mobile est plutôt différent de celui sur desktop. En général, l'utilisateur sur mobile, je crois que c'est un peu l'effet « je suis pressé, je veux accéder tout de suite », va avoir tendance à accepter un peu plus facilement. Tandis que sur desktop, les gens sont plutôt posés, vont prendre le temps de lire le bandeau, vont regarder les éléments cliquables sur le bandeau et vont peut-être essayer d'aller chercher un peu plus le bandeau refusé. Donc, globalement, on remarque, oui, que l'opt-in est meilleur sur mobile. On a également remarqué qu'il y avait une baisse des taux d'opt-in, malheureusement, entre avril 2021 et mai 2022. On a remarqué que les annonceurs étaient alignés sur des modèles qui sont assez proches. Et ça risque de créer des automatismes chez l'utilisateur, j'en reparlerai tout à l'heure, on va essayer de contourner ça. On a aussi remarqué que les sites médias sont très créatifs pour faire varier leurs dispositifs plus fréquemment, notamment avec des petits bandeaux éducatifs. Par exemple, nous vous proposons une presse libre et gratuite. Si vous acceptez les cookies, vous nous permettez de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Donc ça, effectivement, l'utilisateur lambda qui arrive et qui est peut-être dans un mauvais état d'esprit, qui dit non, moi je refuse tout, lorsqu'il va voir ce bandeau, il va prendre conscience de l'impact et de la nécessité d'accepter les cookies pour continuer à faire vivre le web gratuit tel qu'il l'a toujours connu. Donc, les médias sont très, très friands de ça. Ils vont travailler beaucoup sur leur dispositif de consentement et ils vont penser, j'appellerais ça la suite, c'est-à-dire un consentement contextualisé au bon moment, au bon endroit, lorsque l'utilisateur est prêt à entendre le message, donc pas forcément sur la page d'arrivée. Très bien. Du coup, Sarah, je pense qu'on viendra sur les recommandations dans la troisième partie. Oui. Pour avancer un petit peu, du coup, Christophe, on voit bien que là, il y a des attentes de consommateurs citoyens très fortes, mais on voit une certaine ambiguïté. Est-ce que tu peux, du coup, nous en parler rapidement, parce qu'on a un petit peu déjà… Ouais, c'est tout le paradoxe, en fait. C'est le fameux paradoxe qui existe entre ce qu'attendent les utilisateurs et ce que font les utilisateurs. Donc, on appelle ça le green gap. Donc, on peut voir, et on le voit aussi chez la jeune génération, c'est qu'ils vont attendre beaucoup de choses de la part de marques, mais en même temps, dans leur consommation, je ne citerai pas de marques précises, mais il y a des marques qui continuent à avoir de la croissance, alors qu'en termes de marketing responsable et d'action sociétale, on ne peut pas dire que ce soit des modèles. Il y a des sociétés au-delà des marques, mais qui sont sollicitées aujourd'hui, où on sait que ça génère plutôt de la précarité au niveau du marché du travail et pas vraiment des impacts positifs, et qui sont des marques qui continuent, ou des sociétés qui continuent à performer, et surtout chez la jeune génération. Donc il y a ce paradoxe. Maintenant, l'objectif, c'est pas de se dire ok, il y a le paradoxe, donc je fais rien, donc je m'en fous. C'est non, justement. En fait, les consommateurs attendent aussi qu'on leur permette d'être alignés. C'est-à-dire qu'il faut que les marques se disent, ma mission, c'est pas juste de répondre à une attente qui peut des fois être paradoxale avec un comportement, c'est comment je vais permettre justement aux consommateurs d'être alignés entre leurs attentes et leur comportement. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est que la consommation, en fait, on doit rendre la consommation plus responsable. C'est-à-dire qu'on doit permettre aux consommateurs d'être vraiment en phase.
avec ce qu'il pense, ce qu'il veut faire et ce qu'il fait. Donc ça, c'est un point important. Et après, il y a aussi dans les paradoxes, des aspects de paradoxe, c'est les utilisateurs demandent de plus en plus de personnalisation pour justement avoir un service qui soit plus adapté, sauf que pour avoir de la personnalisation, il faut avoir de la collecte de données. Donc, on est dans un truc de se dire, bon, OK, il faut que j'ai un maximum de collecte de données pour personnaliser, mais en même temps, l'internaute, il a du mal à partager ses données. Et ça rejoint ce que disait Sarah, c'est que justement, il faut pouvoir proposer des expériences, il faut pouvoir proposer des choses pour pouvoir emmener le consommateur et l'utilisateur dans le service. Donc, si vous arrivez juste avec « je veux collecter la donnée », mais ça ne lui change pas sa vie derrière, et il ne voit pas l'intérêt, du coup, il ne partagera pas ses données. Si vous arrivez avec une logique de la hausse des prix, mais il ne voit pas l'intérêt derrière, ça n'apportera rien. Et donc, il faut vraiment qu'ils comprennent les enjeux. C'est-à-dire que si les tarifs sont plus élevés, ce qui peut se comprendre si on fonctionne en circuit court, si on fonctionne avec d'autres logiques versus certaines marques qui vont faire beaucoup d'importation ou autre, il faut que le consommateur le comprenne, le sache. Et donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut informer, il faut utiliser le marketing, il faut utiliser la publicité pour informer l'utilisateur de façon à ce qu'il puisse s'aligner entre son comportement et ce qu'il attend. Très bien, alors je vois que là, on a bien vu quelles étaient les attentes des consommateurs citoyens sous différents angles. C'était vraiment assez complet. Est-ce qu'on pourrait maintenant donc définir le marketing digital responsable? Et Mathieu, du coup, je te laisse la main pour ça. Merci. Donc, effectivement, on va essayer de poser un cadre et une définition, même si c'est quelque chose qui évolue et qui bouge. Quand on parle de qu'est-ce que le marketing digital responsable, on pourrait simplifier les choses en expliquant que c'est finalement l'association, la combinaison à la fois du marketing digital et du développement durable. On pourrait aussi le dire le marketing conventionnel, ça consiste à créer un maximum de valeur pour son entreprise, pour sa marque. Un marketing responsable, ça consiste à créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes, y compris l'environnement, les citoyens. Et donc, on est dans un écosystème et plus dans une relation de création purement financière. Là-dedans, après, pragmatiquement, vu que l'enjeu aujourd'hui, c'est de comment pratiquer, on voit vraiment deux axes principaux sur comment pratiquer le marketing responsable. C'est en étant dans le responsable by design, en amont de la création d'un dispositif, d'un produit, réfléchir tout de suite à l'intégrer nativement dans quelque chose d'équitable, de responsable, de sociétal et de soutenable. Et de l'autre, puisque tout n'est pas parfait tout de suite, mais que c'est important de commencer et de s'y mettre, on ne peut pas tout casser, tout changer, c'est comment les produits existants, les technos existants, les dispositifs existants, on les travaille, mais en limitant au maximum leurs impacts et leurs empreintes, que ce soit environnementales, sociales ou démocratiques. Si on veut aller un peu plus loin sur la définition de finalement qu'est-ce que la responsabilité dans un contexte digital, on peut s'appuyer donc sur les travaux de France Stratégie. En termes de définition, on peut aussi regarder sur ce que propose l'ADEME. France Stratégie est aussi Good in Tech, donc s'il y en a qui veulent aller plus loin, ils peuvent le faire. En tout cas, France Stratégie pose le concept de RNE, de responsabilité numérique des entreprises. Souvent, on parle d'éthique du numérique, de RSE numérique, de SG numérique. La RNE, ça regroupe finalement l'ensemble des principales empreintes, à savoir la responsabilité environnementale, celle liée aux données autour de la privacy et de l'éthique autour de l'intelligence artificielle et d'autres, et les impacts sociaux et sociétaux. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que finalement, ça regroupe un ensemble de lois qui est assez important. Au-delà du RGPD qui a été pas mal souligné, on a la loi RIN qui a été votée sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, la loi Cyberscore, l'extension du devoir de vigilance, DSA, DMA, la loi climat, le projet de loi sur l'éthique de l'IA à l'échelle européenne. Je dois en oublier quelques-unes. Si on ajoute à cela les jurisprudences des différentes autorités, ARCEP, ANSSI, CNIL, et si on ajoute à ça les normes que créent les associations professionnelles, ça peut être aussi bien CPA, IAB, le GEST, l'UDA, que l'Institut du numérique responsable, des associations qui travaillent plus sur d'autres normes. En fait, on se rend compte que la manière dont on va faire du numérique va vraiment changer, et on se rend compte qu'il y a déjà, en termes de loi et de cadre établi, un ensemble de choses sur lesquelles on peut s'appuyer quand on veut démarrer et se mettre à faire du numérique responsable. Donc, si on reprend un peu ce qu'il y a derrière cette notion de RNE digital, on retrouve les trois empreintes sociales, environnementales et démocratiques. Démocratique, on retrouve les enjeux de vie privée, de cybersécurité, de souveraineté. Sociale, on va retrouver tout ce qui est lié au numérique inclusif, tout ce qui est éthique de l'IA, tout ce qui est haine en ligne, et également tout ce qui est lié à l'attention, l'économie de l'attention.
Et sur la partie environnementale, qui est très importante aussi, ce sera l'enjeu autour de l'impact carbone, de aussi une analyse complète, ce qu'on appelle Scope 3, ou qui prend en compte l'ACV. C'est pas simplement mesurer l'impact carbone d'une chose à l'instant T, mais c'est de prendre en compte dans toute sa chaîne de valeur les efforts qui sont faits pour réduire au maximum l'empreinte carbone de l'entreprise. Et donc, ça touche énormément de choses, que ce soit le service, les équipements des salariés, et aussi le choix des partenaires avec lesquels on travaille. Très bien, merci Mathieu. Du coup, en termes de vision long terme, qu'est-ce que ça peut donner ? Plusieurs choses. Déjà, de cette base, de ce cadre légal et paralégal, faut se dire, en tant qu'entreprise, c'est une opportunité de créer des facteurs différenciants et d'unicité. Il faut que ça soit vu comme quelque chose qui le soit et qui soit associé à une notion de performance, puisque, en fait, l'expérience nous a montré que quand souvent la RSE est pris comme un sujet, comme une contrainte, une case à cocher par rapport à un business qui se ferait as usual, finalement, on fait assez peu d'RSE et la RSE apporte assez peu au business. Donc, associer les deux, c'est essentiel. Il y a plein d'exemples qui vont être présentés après, où on peut être plus performant, plus écologiquement responsable et plus fort en tant que marque ou en tant que techno. Et donc ça, c'est un point important. C'est aussi une notion de démarche, c'est-à-dire il faut commencer et puis il faut y aller étape par étape. Et c'est ce qui change en termes de paradigme, c'est aussi être capable d'être transparent sur là où on en est. Et c'est pas grave de ne pas être parfait, mais c'est de pouvoir associer ses partenaires, ses salariés, ses clients dans voilà, je m'engage dans ce chemin et j'y vais. Une fois qu'on s'engage là-dedans, c'est un chemin exigeant et de cohérence. Il y a des exemples qui sont en tout cas importants, c'est-à-dire avoir le courage, notamment dans le choix des politiques de partenaires, puisqu'il y a dire ce qu'on fait concrètement et avec qui on le fait. Et aujourd'hui, sur les enjeux de souveraineté, ça fait grincer beaucoup d'oreilles que de choisir des acteurs français en termes de serveurs, en termes analytiques et en termes de pas mal de solutions publicitaires et autres. Et pour autant, il y a, et vous êtes bien placé sur Voice pour le savoir, mais il y a un écosystème d'acteurs français et européens qui sont nettement capables de se substituer à des acteurs, on va dire, étrangers, américains, qui n'ont pas les mêmes standards en termes de RSE. Et à la fin, c'est un challenge personnel pour chacun que d'endosser ce rôle-là en tant qu'entrepreneur, direction marketing, directeur acquisition, ou enfin voilà, dans son métier, activer le marketing responsable, c'est finalement, et si on devait retenir une chose, c'est réinsérer son métier sur comment je pense la valeur pour l'ensemble des parties prenantes dans l'écosystème dans lequel je suis. C'est plus passionnant et ça ouvre plein de choses. Donc voilà, bonne chance à vous. Eh bien, écoute, tu me fais une très très belle transition, Mathieu, puisque l'idée maintenant est de pouvoir voir concrètement comment mettre en place ce marketing digital responsable. On a vu, il y a une attente des consommateurs, même s'il y a une petite ambiguïté, comme l'a soulevé Christophe. On a défini ce marketing digital responsable et on y a vu différentes composantes. Maintenant, l'idée, et c'est, je pense, pourquoi principalement vous êtes présent dans ce webinaire. D'ailleurs, je remercie, il y a pas mal de monde qui nous a rejoints et il y a déjà quelques questions qu'on prendra à la fin, donc n'hésitez pas à les poser et je reprendrai chacune des questions. L'idée, c'est de voir concrètement maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a défini 7 idées qu'on va vous présenter et qui vous permettront donc de pouvoir débuter et comme le disait Mathieu, de mettre, de commencer à y aller de manière progressive, mais en tout cas de se lancer, ce qui semble être la première étape importante dans cette idée de marketing digital responsable. Et je crois, Christophe, tu voulais nous parler notamment de la partie de l'audit qui peut être un peu la première étape clé, on va dire, pour se lancer dans cet univers-là. Ouais, c'est merci pour la transition. L'audit est en effet la première chose à faire avant de savoir comment faire bouger les choses. Cet audit, elle va se faire de différentes manières. Déjà, c'est faire un audit de votre mission, de vos actions, de vos messages. Quelle est la mission de votre entreprise ? Je ne sais pas si c'est des notions, si tout le monde est à l'aise avec ça. C'est la mission d'une entreprise, c'est pas la même chose que le métier d'une entreprise. C'est la mission que vous êtes donné derrière. C'est quoi la mission et souvent c'est quelque chose qui a un effet sur l'impact sociétal ou l'impact RSE en règle générale qui est important à avoir en tête. Donc, quelle est la mission de votre entreprise que vous vous êtes donnée ? Quelles actions permettent de soutenir cette mission ? Quelles preuves pouvez-vous faire parvenir aux consommateurs ? Et là, on parle bien de preuves, on ne parle pas de faire du greenwashing ou équivalent.
de se dire j'utilise un support, un axe de communication pour dire regardez ce que je fais, c'est vert et c'est vachement bien. Non, c'est vraiment de rentrer dans des logiques de preuve. Les consommateurs ont besoin d'être sûrs et que vous n'êtes pas en train de faire justement du marketing de vos impacts sociétaux, mais il faut que ce soit réellement fondé. Donc, c'est vraiment de commencer par ces actions-là, de se dire, OK, c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est quoi les actions qui permettent de la soutenir, la mission, et là, on parle vraiment d'actions et qui ne sont pas forcément des actions de communication, mais des actions concrètes, et quelles preuves vous pouvez faire parvenir aux consommateurs, et ensuite arrive le sujet de comment faire parvenir ces preuves et comment accompagner les consommateurs. Et en fait, au niveau de cet audit, on va parler de différentes phases. On va parler de l'audit sur l'impact. C'est déjà, est-ce que vous êtes dans les logiques de circuit court? Est-ce que vous êtes dans les logiques de reconditionner de seconde main, d'aider les consommateurs qui ont acheté chez vous à reconditionner les produits? Est-ce que vous êtes dans des logiques de durabilité des produits? Donc tout ça, c'est des actions qui sont concrètes et qu'il faut mettre en œuvre. Il y avait une question sur le côté sur l'éco-conception, mais ça rentre également dans vos sites web, dans vos supports de communication, dans vos actions publicitaires. Est-ce que vous êtes dans cette logique d'éco-conception? Donc ce qu'on parle d'éco-conception, c'est comment penser votre site web, comment penser vos supports de communication comme étant légers d'un point de vue vidéo, d'un point de vue image. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des vidéos et des images qui font des poids de malade, qui vont du coup être consommateurs de plus d'énergie et donc émetteurs de plus d'empreintes carbone. On va avoir cette logique de communication et de publicité. Alban reviendra dessus tout à l'heure, mais si vous ne faites pas de ciblage, si vous n'avez pas un référencement efficace, si vous n'avez pas des actions efficaces, en gros, vous allez toucher plein de gens qui ne sont pas concernés par vous. Donc, en gros, vous allez générer de l'utilisation du digital inutile, des actions qui ne servent absolument à rien, mais qui pour autant émettent des empreintes, des émissions carbone et qui pour autant consomment de l'énergie. Donc, c'est penser votre conception au niveau du site web, au niveau des supports et au niveau des actions de communication. Et ensuite, il y a également tout ce qui va être engagement RSE au sens large. Quelles sont les choses que vous mettez en place? Est-ce que vous avez fait un bilan carbone de votre entreprise? Le faire, c'est bien. Maintenant, derrière, après, c'est de l'analyser. L'objectif, c'est pas de faire juste de la compensation pour vous donner le droit, ce qu'on appelle le droit à polluer. C'est de se dire, OK, j'ai planté des arbres, donc je peux continuer à émettre. Non, c'est le bilan carbone n'est pas juste pour se dire combien d'arbres je dois planter. C'est le bilan carbone et de se dire comment, sur quelles actions, sur quels leviers je dois réduire mes émissions carbone. Ce bilan carbone, il va être pour vous, mais il va être également pour vos partenaires, pour vos prestataires, de vous dire, OK, j'ai un bilan carbone qui est peut-être correct, mais derrière, quel est le bilan carbone de l'ensemble des partenaires avec lesquels je travaille? Si en fait, vous avez déporté des prestations sur un acteur qui a un bilan carbone très mauvais, en réalité, c'est toujours vous qui en êtes responsable de ce mauvais bilan carbone. Donc ça, c'est vraiment des actions, et là, on parle vraiment juste d'émissions carbone, mais qui sont importantes à avoir. Très très bien, Christophe. Du coup, je pense qu'il y a une petite inversion dans notre ordre, mais là, c'est aussi sur l'engagement. Je crois que c'était quelque chose aussi que tu voulais évoquer, Christophe. Ouais, c'est l'engagement. En gros, c'est comment créer un meilleur engagement avec le consommateur. Donc là, on a vu sur les actions que vous pouvez vous mener directement sur vos actions, les circuits courts, l'engagement RSE, les conceptions et tout ça. Mais aussi, c'est de repenser le lien avec le consommateur. C'est-à-dire que le marketing, et là, je parle du marketing en règle générale et pas que de l'aspect publicitaire, le marketing doit rendre service au consommateur. Mais ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait sur les attentes des consommateurs. C'est qu'on ne doit pas être juste là en disant je fais de la pub pour attirer des gens. Non, c'est je rends service au consommateur. Donc, on va avoir déjà cette logique d'action publicitaire qui sont là pour informer le consommateur par rapport à la qualité de ses produits, par rapport aux composants de ses produits ou de ses services, mais également d'avoir une logique de marketing intégré. C'est-à-dire que là, on a pris quelques exemples, mais on pourrait passer plus de temps sur des services qui sont proposés aux consommateurs et qui vous permettent, vous, en tant que marque, de générer du business. Donc, on va parler des wishlists, on va parler du reward. Donc, le reward, ce sont des plateformes. Donc, il existe des acteurs comme Lilo et Elfreely et plein d'acteurs sur le marché. Reforest, qui sont des acteurs qui vont permettre, si vous passez, donc un consommateur passe par eux et qu'ils achètent chez vous, il va y avoir des actions à impact positif. Donc, prenons l'exemple de planter des arbres, ils achètent chez tel marchand, il y a une partie de l'argent de l'achat qui va être utilisé pour planter des arbres ou pour faire un don à une association et cet ensemble d'impact positif. Donc ça, c'est des acteurs en fait qui vont permettre de rendre le marketing
utile, efficace et rendre un service au consommateur. On a les wishlists, ce qu'on appelle les wishlists, c'est les listes de mariage, les listes de naissance, ce genre les listes de cadeaux, sont des acteurs qui vont permettre au consommateur de lui rendre un service, parce qu'il va pouvoir créer des listes, mais derrière la marque d'être présente et de générer du chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi un service intégré, un marketing intégré. Les guides d'achat, clairement, les guides d'achat, c'est une logique de rendre service au consommateur en lui donnant un maximum de visibilité sur les produits, sur les comparaisons. Pour la marque, c'est un point fort. Pour le consommateur, c'est un service qui est rendu. Et le content commerce au sens large, avec les médias, et surtout depuis 2 ans maintenant, qui rend service à l'utilisateur parce qu'on lui donne un maximum d'informations. Donc, on est dans des logiques de marketing intégré, de marketing qui rend service et non pas uniquement dans des logiques de publicité et les fameux bandeaux publicitaires. Très très bien, merci beaucoup Christophe. Ce qui est important aussi, c'est la maîtrise de l'environnement de diffusion. Et du coup, Alban, je te laisse en parler. Oui, tout à fait, parce que le message, on voit beaucoup de publicités portant justement sur des messages responsables, mais la vraie question, elle est, ok, l'offre est peut-être plus responsable, la publicité elle-même au niveau du message est plus responsable, mais quel est le cadre de diffusion et avec qui, en fait, je diffuse? Et donc, cette responsabilité, elle doit débuter effectivement au niveau du produit, mais elle doit aller, en fait, jusqu'au bout de la chaîne. Donc, sur ce premier point qui est l'environnement, il faut effectivement faire attention et être exigeant aussi vis-à-vis de ses partenaires. Je vous ai mis en fait quelques risques qui sont liés justement à la diffusion de votre marque dans des environnements en fait qui ne sont pas responsables. C'est bien sûr tout ce qui va être fake news, sujets polémiques, pubs mensongères, etc. Si vous êtes associé typiquement un article qui parle en fait, qui évoque en fait dont le contenu est fake, il y a un moment donné, effectivement, il va y avoir une sorte de caution de fait. Par exemple, de cet article. Donc, la même chose sur un sujet qui est polémique. Et donc, à la fin, effectivement, il va falloir que vous faire très attention sur l'environnement sur lequel donc on se trouve, à la fois sur les sites, mais aussi sur les contenus et donc le contexte dans lequel en fait on se trouve. Il y a une problématique en fait de transparence. De plus en plus, les grandes plateformes, notamment américaines, diminuent la transparence. Donc aujourd'hui, vous confiez en fait un budget, par exemple à Google, et vous ne savez plus exactement en fait où vous allez être positionné. Et donc ça induit justement un risque pour votre marque, puisque vous ne contrôlez plus justement ce type en fait de diffusion. Donc, il faut être très exigeant vis-à-vis de ses partenaires, quels qu'ils soient, sur le cadre de diffusion, où ma marque est positionnée, sur quel site, sur quelle page, sur quel contenu, etc. Il y a bien entendu en fait la fraude. Donc on parle là d'impressions qui n'existent pas ou de surimpression publicitaire ou des publicités qui ne sont pas vues ou qui sont très partiellement vues. Tout ça, effectivement, ça va générer bien évidemment pour vous un problème de performance, mais ça va générer en fait un impact carbone avec derrière aucun impact en fait sur l'activité elle-même. Donc c'est comme si cette publicité en fait n'existait pas. Néanmoins, elle va générer en fait un impact carbone. Donc ça c'est aussi un point important à gérer en fait pour avoir une campagne responsable. Donc là, il y a différentes solutions. J'en ai listé quelques-unes. Il y a les systèmes en fait de blacklist où en gros certaines marques listent donc des sites sur lesquels elles ne veulent pas être diffusés. Ça peut être des sites, ça peut être aussi des domaines. Il y a la whitelist où ça, c'est le contraire. Je vais choisir pour ma marque, en fait, 100, 200, 500 sites sur lesquels je souhaite que ma marque se retrouve. Et puis, donc là, on est au niveau du domaine. On va pouvoir aussi jouer au niveau des sujets, au niveau des mots-clés, avoir le même système, exclusion, en fait, de mots-clés. Donc, voilà, en ce moment, c'est Gilets jaunes, Poutine, anti-vax, Ukraine, etc., etc. Ou alors, derrière, avoir plutôt, justement, aussi un sujet de mots-clés ou de sujets positifs sur lesquels vous souhaitez justement être diffusé. Pour gérer tout ça, il y a énormément d'outils. J'en ai listé quelques-uns. Il y a soit les outils en fait, de brand safety, donc WVerify, AdLooks, etc. Vous avez des labels de confiance qui existent. C'est le Digital Trust et puis c'est Little Sister voilà, qui permettent aussi de savoir sur quel type en fait, de partenaire je suis. Il y a des régies qui se montent aujourd'hui, qui se développent en étant green. Donc, il faut vraiment regarder pour pas que ce soit du greenwashing, mais il y a effectivement des initiatives assez intéressantes aussi à ce niveau-là. Mais d'une manière globale, ce qu'il faut, c'est effectivement avoir cette discussion avec l'ensemble de vos partenaires.
où je suis et avoir en fait un contrôle total justement de cette diffusion. On collabore de notre côté chez Envoice avec différentes marques et en fait, on voit qu'il y a un point commun justement dans ces documents, c'est-à-dire qu'on nous fournit des documents pour gérer cette diffusion. Et il y a généralement 3 piliers. La whitelist, donc on va dire quelques centaines en fait, de domaines sur lesquels on est autorisé à diffuser, une liste de thèmes interdits et une liste de mots-clés à exclure. Généralement, c'est les 3 piliers que l'on retrouve. Donc, si vous vouliez créer votre propre système justement pour gérer la diffusion, vous pourriez vous baser sur ces 3 piliers. Donc une bonne maîtrise de l'environnement, mais aussi, et c'est en lien, une amélioration du ciblage. Oui, exactement, parce qu'en fait, on a toujours sur le digital eu l'impression que plus on en mettait, mieux c'était, parce qu'il y avait effectivement plus de volume. Alors que c'est complètement le contraire. Si on prend le parallèle, on ne doit pas être dans la surconsommation, on doit être dans la consommation raisonnée. Donc le ciblage, c'est un point très important pour être dans la diffusion raisonnée et pas dans la surdiffusion. Ça veut dire que si vous arrivez en fait à trouver le bon ciblage, comme le disait Christophe, déjà votre publicité va être considérée comme apportant plus de valeur ajoutée, plus de services et donc moins intrusive, parce qu'effectivement, vous allez parler d'un sujet qui intéresse la personne et donc elle ne va pas du tout être agressée justement par votre message. Il y a la notion d'impression, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Moins vous avez d'impression, moins vous avez d'impact carbone en fait sur votre campagne et forcément au niveau de l'expérience utilisateur, voir quelques bannières plutôt que d'en voir 40 en 3 jours, c'est clairement en termes d'expérience quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc dans tous les cas, vous allez soit pour le même budget diminuer l'impact carbone et augmenter les performances, soit pour, on va dire, la même performance, vous allez pouvoir diminuer en fait le budget. Donc on est vraiment dans cette notion de diffusion raisonnée. Là, on a plusieurs approches. On a une approche effectivement qui est user-centrique. Donc, ça va être tout ce qui est cookies first party et cookies third party qui sont fonctionnels au moins jusqu'à fin 2023. Je vais revenir après sur la proposition de Google. Vous avez tout le ciblage contextuel sémantique effectivement qui est très intéressant, mais du coup qui est plutôt focalisé sur l'internaute. Et la problématique aujourd'hui que l'on a sur le digital, c'est que le contenu, lorsqu'il est fort, lorsqu'il est marqué, c'est très intéressant au niveau de la publicité, mais une grosse partie quand même aujourd'hui des contenus qui sont produits sur Internet sont autour de l'information. Et donc, quand vous êtes par exemple un grand site d'information, c'est très compliqué d'exploiter justement un contexte pour l'associer à un produit ou à une offre. Donc, clairement, aujourd'hui, on a besoin justement de garder en fait cette approche site-centrique et cette approche content-centrique pour trouver le juste milieu. Donc Google avait proposé donc, un système qui est intéressant sur le papier de cohorte, de dire je ne fais plus de ciblage individuel, mais je fais un ciblage de groupe et je prends les personnes, je les mets dans des groupes pour justement ne plus avoir en fait de ciblage individuel. Donc ça semblait sur le papier honnêtement quelque chose de très intéressant. Ça a été abandonné et donc aujourd'hui en gros ce que Google propose, donc ce sont les topics. Je pense que c'est intéressant d'en parler. Encore une fois. Le Chrome, c'est 60% des navigateurs. Donc, effectivement, s'il y a une révolution qui peut arriver dans les prochains mois sur la façon ciblée, c'est clairement en fait lié à Google. Et donc, le topic, en gros, l'idée, c'est de pouvoir identifier 300 sujets et potentiellement plusieurs milliers par la suite et de dire cette personne-là est en train de consulter tel site. Donc, en fait, elle a un intérêt pour tel sujet. Donc, pour l'instant, c'est relativement basique. C'est-à-dire que si vous êtes sur l'équipe, on va vous dire que vous êtes intéressé par le sport. Ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes intéressé par le sport? Mais par quel sport? Est-ce que vous êtes intéressé par la pratique ou par le fait d'être supporter? Donc, on voit bien effectivement qu'en termes de puissance de ciblage, on va quand même perdre en fait, avec ce type de choses. Et donc, potentiellement, un moins bon ciblage, c'est plus de diffusion, moins de perf et plus d'impact carbone. Donc, il va falloir jouer en fait avec tout ça pour pouvoir arriver à quelque chose de satisfaisant. Respect de l'expérience. Voilà. C'est ça, et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive du coup donc, à une expérience publicitaire responsable, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus global. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, le point clé, c'est de se dire je me mets à la place en fait de l'internaute. On est tous consommateurs et c'est vrai que j'entends souvent les gens dire oui mais en fait ça c'est pas bien, ça c'est. Mais est-ce que en tant que professionnel vous appliquez en fait ce même filtre? Et c'est ça qui est clair. On doit avoir le même filtre en tant que consommateur citoyen
avec effectivement les besoins et les attentes en termes de RSE et les adapter justement à notre activité professionnelle. Donc là, voilà, j'ai mis 2 exemples. Hein. C'est la répétition. Combien de fois aujourd'hui on entend j'en ai marre de voir telle bannière alors que je suis allé sur le site il y a 48 heures. Ok, dans ce cas-là, est-ce que ça, vous le checkez en tant que professionnel avec vos partenaires? Est-ce que vous monitorez? Est-ce que vous êtes hyper strict sur la répétition? Bon, et généralement, on voit effectivement qu'il y a un petit écart entre le consommateur et le professionnel. Et puis, une autre possibilité, c'est l'expérience scénarisée. C'est j'identifie en fait une personne et je vais lui raconter une histoire. Je vais lui raconter d'abord en fait quelles sont les valeurs de ma marque, quelle est la genèse en fait de ma marque. On va plutôt avec de la vidéo. Ensuite, on va pouvoir évoquer une recommandation personnalisée par exemple de produits, puis une promotion. Mais l'idée, c'est plutôt que d'avoir en fait quelque chose de complètement diffus. Je m'attraque partout, de se dire j'ai quelqu'un en face de moi. Qu'est-ce que je peux lui raconter pour qu'il comprenne justement l'ADN de ma marque, pour qu'il comprenne mon offre. Et là, on va être effectivement plutôt dans l'efficacité et avec quelque chose qui est beaucoup plus respectueux en fait de l'internaute que faire du matraquage sur tous les supports. Et une solution pour arriver à tout ce que tu proposes notamment, c'est de travailler avec des acteurs locaux et Made in France qui sont pour le coup plus responsables et locaux, comme l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure Mathieu. Oui, exactement. Ça, c'est un point clé. Hein. Vous avez en face de vous justement des dignes représentants en fait de la filière française. On a souvent l'impression que travailler avec les plateformes américaines en tant que patron du marketing, c'est plus cool que de travailler en fait avec des acteurs locaux. Et on entend souvent ça. Oui, mais moi je travaille avec Google. Et puis quand ce patron demande avec qui on travaille, tiens, je travaille avec Pinterest ou TikTok. Et il n'y a pas de réflexe local. Donc, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on le voit bien. Si je prenais l'exemple en fait de la mode, les plateformes américaines, c'est la fast fashion. C'est là où il y a le moins de responsabilité. C'est là où il y a le moins de transparence. C'est là où il y a le plus de problèmes en fait de données personnelles. Aujourd'hui, on ne peut pas être fier de travailler en fait avec ce type d'acteurs. On en a besoin, c'est évident. On ne peut pas remplacer Google ou Facebook du jour au lendemain. Mais clairement, aujourd'hui, on ne peut pas être fier de travailler avec la fast fashion. La petite marque sympa et responsable, c'est l'écosystème français. Et en fait, on a la chance aujourd'hui en France d'avoir un écosystème AdTech, MarTech très riche, avec honnêtement des contraintes très fortes qui sont respectées dans la très grande majorité des cas. Donc, c'est une offre beaucoup plus responsable. Et vous avez en plus un impact local sur l'emploi, sur la génération clairement d'impôts. Hein. Tout ça, c'est local et donc ça va favoriser effectivement une démarche sociétale. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, là, on a lancé ça il y a quelques jours, on a fait un mapping parce que pour les marques, c'est très compliqué de se dire avec qui je dois travailler. Je voyais déjà des questions dans le chat. OK, mais si je ne prends pas Google Analytics, avec qui je travaille? Effectivement, et ce n'est pas forcément très simple. Donc, on a lancé une démarche, je passe rapidement dessus, on pourra vous le partager si besoin. Mais en fait, on a identifié toutes les sociétés qui fournissent du média en France. Donc, qui sont vraiment des sociétés françaises avec un centre de décision en France et créées donc par des Français. On a quasiment 100 boîtes aujourd'hui en France avec qui vous pouvez travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait l'alternative. La fatalité, elle n'existe pas. On n'est pas obligé de travailler à 70 à 80% en fait avec des plateformes américaines ou chinoises. Vous avez toute la latitude et la possibilité de travailler en fait avec un écosystème français, quel qu'il soit. Encore une fois, là c'est la tech, mais c'est aussi la partie Martech, etc. Et effectivement, il faut en profiter. On a un visier de start-up en France qui est clairement exceptionnel. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire à tout ce que l'on a vu là ensemble, où il y a eu beaucoup de contenu riche et beaucoup d'informations riches? Qu'est-ce que l'on pourrait conclure, Alban? Voilà, alors le marketing responsable, c'est comme tous ces sujets en fait clés. Soit on se dit que c'est une contrainte supplémentaire, soit on se dit que c'est une opportunité. D'accord ? Clairement, aujourd'hui, ça doit être perçu comme une opportunité. C'est une opportunité essentielle de développement d'activité et en plus dans un cadre en fait qui est donc plus responsable. On l'a vu tout à l'heure, de toute façon, c'est un enjeu clé pour toutes les parties prenantes liées à une entreprise. Donc, une partie prenante, ce sont les clients finaux, ce sont les clients B2B si c'est une activité B2B, ce sont les employés, ce sont les actionnaires, c'est l'État, ce sont les partenaires, etc. De toute façon, ça, c'est une vague de fonds. Et aujourd'hui, effectivement, même pour un recrutement, nous, on le voit, on a encore eu des recrutements là, récemment, les premières questions, c'est mais quelle est votre optique RSE aujourd'hui ?
Donc ça, c'est un mouvement de fond sur les jeunes générations. Donc de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Mais en fait, surtout, c'est une opportunité de se différencier justement de ces plateformes américaines ou chinoises. Si vous êtes dans la publicité, si vous êtes dans l'e-commerce, si vous êtes dans le contenu, etc., vous avez toujours une grosse plateforme qui va prendre la majorité en fait, de la part de marché. Donc, si à un moment ou à un autre, en tant que marque, que vous soyez sur le contenu, que vous soyez dans la publicité comme nous, que vous soyez dans le textile, que vous soyez dans les accessoires, dans l'e-commerce, etc., une vraie façon de se différencier aujourd'hui, c'est d'utiliser les aspérités justement de la notion de responsabilité, parce que ces plateformes, qui sont des rouleaux compresseurs, sont très loin de pouvoir être exemplaires. Et donc ça, vis-à-vis des consommateurs ou des clients, c'est effectivement une aspérité qui est très forte. C'est important d'avoir cet objectif-là, de se dire, voilà, je peux être plus responsable, mais comme tout à l'heure Mathieu le disait, c'est une route qui est longue, qui n'est pas forcément simple, qui va demander du temps, qui va demander de l'énergie. Donc, le meilleur moyen d'arriver en fait à cet objectif, c'est de le faire étape par étape et de prendre effectivement, il peut y avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines en fait de sujets, de projets, les prendre les uns après les autres, et ça va structurer en fait la démarche, ça va structurer le développement de la structure de la boîte, et ça c'est effectivement la démarche en fait pragmatique, ne pas se dire je dois être comme ça à la fin de l'année, dans 6 mois ou dans 18 mois, mais se dire voilà, le chemin c'est celui-ci et je dois y aller étape par étape. Donc, pour moi, il y a une seule contrainte, avec le petit E qui manque, c'est avoir le courage et l'audace de se lancer. Avoir le courage de se dire, oui, effectivement, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois modifier effectivement la façon dont je fais mon marketing. D'associer plus les employés ou sur lesquels, en fait, il y a une forte demande. Il y a tout aujourd'hui, il y a tous les outils disponibles, il y a tous les partenaires disponibles. On l'a vu tout à l'heure avec le mapping, et il y en a partout. On est dans un écosystème français qui est exceptionnel à tous les niveaux, que ce soit sur la partie engagement, les labels, les technos, les adtech, etc. Et aujourd'hui, la seule chose qu'il manque pour qu'on ait une bascule encore plus forte, c'est effectivement l'audace des décisionnaires, l'audace donc des dirigeants, de se dire je dois changer ma façon effectivement de faire du marketing. Pour le reste, honnêtement, il y a tout sur la table. Merci Alban pour ce mot de la fin. Du coup, je vais regarder s'il y a quelques questions qui nous ont été posées. Maxime qui demande si on partagera le deck de présentation. Oui, on pourra partager bien entendu ce deck-là. Et je vais regarder du coup dans le chat si on a des questions. Que pensez-vous des sites éco-conçus ? Christophe y a déjà répondu. Et Rachel nous pose la question, quelles alternatives à Google Analytics ? Parce qu'effectivement, il y a eu un gros sujet à ce propos cette année. Je ne sais pas qui veut prendre le point, mais voilà, c'est une vraie question aussi que se posent les annonceurs. Est-ce que Google Analytics aujourd'hui considéré comme illégal par la CNIL, est-ce que oui ou non il faut changer, et si oui, par quoi ? Je peux peut-être me permettre, Vas-y Mathieu, je t'en prie. On travaille, nous, pour pas mal de grosses boîtes, et on a fait bouger une entreprise depuis 30 000 salariés de Google Analytics vers une alternative. La CNIL a mis sur son site, elle a poussé à peu près 16 solutions d'analytique. Alors, elle ne les valide pas, mais elle les recommande. La question, quand on change d'outil, c'est pourquoi on change d'outil et c'est quoi sa politique globale ? Parce que si c'est pour des enjeux de souveraineté et qu'on veut changer Google Analytics, mais qu'on reste sur Amazon, ou qu'on a un acteur à qui on reproche un point et qu'on finalement on a une autre solution de tracking ou d'adtech qui ne respecte pas ce point. Donc c'est vraiment une vision d'ensemble de c'est quoi la politique partenaire, et est-ce que c'est que des critères liés au RGPD ou des critères éthiques et RSE, et donc ça pousse quand même à cette définition-là. Et donc vous trouvez votre bonheur là-dessus, et nous on a poussé l'exercice très loin parce qu'on a fait vraiment l'exercice aussi de voir les fonctionnalités disponibles sur Google Analytics et sur les autres, et il s'avère qu'il y a au moins dans ces 14-là, 5 acteurs, et quasiment tous, en fait, parce qu'ils ont des approches différentes, sont largement compatibles avec tous les besoins de marques qui sont très en avance sur ces sujets de tracking digital. Donc voilà, n'hésitez pas, ayez le courage et l'audace, comme l'a dit avant. Et on peut citer, hein, il y a des boîtes françaises qui fonctionnent très bien. Hein. Sarah, je te laisserai rebondir, mais effectivement, on va avoir du Wizali, il y a du Adloop, il y a du Ziance. Je crois que Commander Act fait aussi un certain nombre de choses sur le sujet. Donc, des structures qui proposent des services honnêtement ultra complets, qui sont françaises et donc qui gèrent aussi la souveraineté des data. Et voilà, et ça, c'est un point qui est essentiel. Vous avez ces solutions-là juste en face de chez vous. Tu confirmes, Sarah ?
Absolument, je confirme. Le marché français regorge et offre de plus en plus de solutions de la French Tech. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Ils ont de l'éthique. Et en plus, le marché est en attente de ça. Donc, offrons-le à nos clients. Du coup, Mathieu, voilà, merci Sarah. Du coup, Mathieu a partagé le lien, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si d'autres personnes ont des questions, bah, c'est le moment. Sinon, dans tous les cas, bien sûr, vous aurez accès au replay pour revoir tous ces éléments et notamment les recommandations qui ont été faites par les experts du CPA. Je regarde ce que ça pop-up dans mon oreille. N'hésitez pas, lancez-vous. Merci. Voilà, vous lancez-vous. C'est toujours les premières questions qui sont les plus difficiles à poser, mais après, généralement, ça s'emballe, mais bon. Visiblement, tout le monde a été très clair. Vas-y, Christophe. Rapidement, Alexandre, le CPA est en train de créer un collège des annonceurs. Lorsqu'Alexandre a présenté le CPA, on a parlé du collège techno. Il y a différents collèges qui peuvent exister au sein du CPA sur les différents sujets du marketing digital. Et le CPA est en train de créer un collège des annonceurs, donc pour lequel on a commencé déjà un peu à réunir quelques-uns. L'objectif, c'est que vous puissiez vous retrouver entre vous, mais également que vous puissiez remonter justement aux acteurs du marketing digital, quels sont les besoins en termes de pédagogie, en termes de compréhension. Donc, on n'est absolument pas dans une logique commerciale, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les acteurs au sein du CPA. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être concurrents, sauf que l'objectif, c'est de faire améliorer, optimiser le métier et la compréhension du métier. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers le CPA. Il y aura un événement à Paris qui va être organisé mi-juin pour la première session de ce collège des annonceurs. Ça sera en physique. Maintenant, derrière, l'objectif, ça sera d'organiser d'autres sessions en mode digital de façon à ne pas être en mode parisien, mais aussi ouvert à tout le monde. Mais bon, c'est le lancement et je pense que tout le monde, après ces 2 années, ont envie aussi de se retrouver physiquement. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers le CPA. Merci Christophe pour cette approche. D'ailleurs, dans le chat, voilà, il y a un petit partage avec un email si besoin. On avait Christophe qui nous parlait on a parlé beaucoup d'engagement, mais pas de notion, la notion de preuve. J'imagine, oui, que comme tu disais, Alban, c'est une preuve des engagements. Du coup, comment justement prouver toutes ces démarches, toute cette approche responsable, peut-être auprès des consommateurs, auprès de nos clients, nos prospects. Comment aujourd'hui les marques doivent exprimer en fait ces preuves-là? Après, ça va dépendre du secteur dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans l'automobile, si vous êtes dans l'alimentaire, ou vous êtes dans le service, ou la mode, le fonctionnement ne sera pas la même. La preuve de la durabilité du produit, la preuve du circuit court, de la fabrication, des éléments de fabrication. Et je parle bien de fabrication et pas juste d'assemblage, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de marques qui communiquent sur du Made in France juste parce qu'ils ont fait coudre le logo en France. Par contre, tout le reste du produit a été conçu bien en dehors de la France et de l'Europe. Donc, ça, c'est des logiques qui sont importantes. Donc, la preuve, c'est pas forcément de mettre le cahier des charges de tous les acteurs avec lesquels vous travaillez, mais c'est déjà d'expliquer, de montrer votre façon de fabriquer, votre circuit de fabrication, votre circuit d'achat. Donc, c'est ces logiques-là, donc durabilité, circuit court, reconditionnement seconde main, d'expliquer que vous reconditionnez également les produits. Ça, c'est des moyens de le faire. Après, c'est vraiment d'éviter de rentrer dans le greenwashing. C'est pas de communiquer juste sur les actions, mais vraiment de montrer que vous êtes vraiment dans du concret. Alors, je rebondis parce que là, on est sur la partie offre, mais cette demande de preuve, voilà, effectivement, Christophe qui réagit effectivement sur les produits, que je ne citerai pas la marque, mais effectivement, elle y est. En fait, il y a un gros travail sur l'offre, et Christophe l'a évoqué. On voit quand même que les choses bougent de plus en plus. Il y a un gros travail, encore une fois, sur les messages. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près une pub sur 3 qui parle, en fait, justement, de localisme, d'éco-conception, etc. Pour autant, on n'a pas encore, justement, cet engagement-là dans la diffusion, dans le choix des partenaires, etc. Donc, le point clé, c'est d'être très exigeant, encore une fois, sur toute la chaîne, de la conception à la partie message publicitaire et à la partie diffusion. Et donc là, pour avoir les preuves en fait d'engagement, il y a effectivement donc des labels. Mathieu en est le digne représentant. Vous pouvez avoir en fait des structures qui ont des chartes RSE et il faut les demander. Et vous pouvez exiger dans les bilans
d'avoir plus de transparence sur la façon dont c'est diffusé, à qui, comment, le nombre de répétitions, etc. Tout ça, c'est des choses qui existent, qui sont clairement en fait disponibles, mais par contre, il faut le demander. Voilà. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus en fait dans des logiques de plateforme où en gros, on rentre 2-3 éléments, puis à la fin, on se dit, ok, si j'ai mon ROI, c'est bon, et le reste m'intéresse peu ou pas. Demandez à tous vos partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit nous ici ou autres, justement la preuve de vos engagements et la preuve en fait donc des résultats, des performances, de la visibilité, etc. Il faut demander. Voilà, je reviens toujours à cette notion d'audace. Il faut avoir l'audace en fait de demander. Et c'est comme les KPI business qu'on peut fixer comme objectif d'audience, de performance, de chiffre d'affaires. Une entreprise peut poser ce qu'on appelle les KPI d'impact. Et il y a des structures juridiques comme l'entreprise à mission qui est issue de la loi PACT de 2019 ou même une structure normale, elle peut afficher et driver après des outils de mesure sur des KPI principaux liés à ses efforts d'engagement social. Après, les démarches de tiers, c'est bien parce que le côté déclaratif, black box, ça a ses limites, même si on n'est pas là pour être suspicieux vis-à-vis des entreprises. Mais en tout cas, on peut structurer sa démarche d'impact de la même façon qu'on structure une démarche business avec des KPI très précis et qui peuvent, dans la durée, montrer une progression. Comme on l'a dit, il y a un caractère progressif. Et on peut, par exemple, je crois aussi montrer le bilan carbone de nos campagnes. Enfin, on est capable de calculer le bilan carbone de nos campagnes. Et ça peut être intéressant aussi à récupérer en information et du coup à diffuser. Exactement. Très bien, écoutez, je pense qu'on a fait globalement le tour. Je vois que ça, à nouveau, c'est petite KPI d'impact. Peu d'exemples sont proposés sous forme de tableau de bord. Aujourd'hui, peut-être pas, mais il y en a plein aussi. Si on peut fournir des choses après ce point, avec plaisir. Ok. On pourrait en faire aussi une semaine là-dessus. Puisque, bon, en tout cas, voilà, on va demander au CPA d'organiser une session d'une semaine sur le sujet du marketing digital responsable. Je pense qu'il y a de quoi alimenter. Ok, Christophe. Par contre, on ira en vélo et pas en avion. Hein. Attention. Bien sûr. Bon, on laissera Christophe Dumont qui partage des infos là dans le chat en relation avec Mathieu pour en discuter. Écoutez, je pense que voilà, il est midi, on a fait 45 minutes de webinaire plus un petit 10-15 minutes de questions-réponses, donc c'est parfait. Je vais du coup conclure là-dessus. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les intervenants qui sont ici présents d'avoir partagé toutes les informations. Vous allez recevoir le replay juste après. On verra comment partager du coup le deck de présentation. Tous les coordonnées sont disponibles sur le site du CPA si besoin pour revenir vers tout le monde. Et on sera ravis en tout cas de pouvoir échanger avec vous par la suite. Merci tous les quatre et puis à très bientôt à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir.